contaminés par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Au sommaire de cette édition, située dans la commune de Manika, l'avenue Mangui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de cette artère veulent voir cette route revêtir de sa plus belle robe. Vous suivrez également dans ce journal la réalité et tout autre chez les fonctionnaires. Malgré que l'ONU veut voir une fonction publique compétente et bien équipée, vous aurez plus de détails dans ce journal. Merci de votre fidélité tout à fait légendaire sur les antennes de Wangu Télévision et bienvenue dans ce journal. Comme je vous le disais au sommaire, l'avenue Mangui, située dans la commune Manika, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les riverains de cette route implorent l'implication des autorités compétentes pour la réhabilitation de cette artère qui semble être dans les oubliettes. Mangui est la seule avenue où les raccourcis qui débouchent au rond-point Mwangeji, au cas où les boulevards Laurent Désiré Kabila est bouchonné ou fermé. À grande surprise, cette route se dégrade du jour au jour. De partout, on ne voit que des nids de poules. Pour y passer, il faut rouler vaille que vaille. Et la notion du code de la route n'est pas la bienvenue. Comme est le cas de ce petit véhicule Carina qui est roulé il y a de cela 2 heures. Il aurait fallu un coup de main de riverains pour traverser à cet endroit. Chose qui a poussé la plupart des chauffeurs à l'arrêt de la dite avenue de fuir et aller se réfugier au rond-point. Si nous fouillons l'avenue Mangui, c'est dû à son état qui n'est pas bon. Il y a beaucoup de nids de poules et avec de petits véhicules, c'est tout un problème pour y passer tranquillement. L'avenue est très délabrée. Dans la saison sèche, c'est ainsi. Que dira-t-on pendant la saison pluvieuse? Un manque à gagner pour les agents de contrôle. C'est que nous avons comme problème dans ces parkings, il n'y a plus de véhicules. Tout le véhicule de transport ont pris fuite. Papa Solution avait dit que tout le taxi devrait stationner sur cette avenue. À un certain moment, les chauffeurs respectaient cela. Mais actuellement, personne ne veut de cet arrêt à cause du mauvais état de la route. C'est vrai, les chauffeurs ont raison de dire cela. Depuis ce matin, c'est seulement un véhicule qui fait de va-et-vient. Au niveau de la grande route, c'est très dangereux. Les urgences sont là et l'implication du ministre en charge des infrastructures serait d'une importance capitale pour calmer l'hémorragie des habitants de l'avenue Mangui. Et toujours en infrastructure, les travaux du tunnel se trouvant à l'entrée du quartier avancent à une vitesse de croisière. À Georges-Moisset, dès l'inauguration de cet ouvrage, l'équipe mise en œuvre est à la dernière étape, constaté ce lundi 22 juin par Pascal Panga. Ce coup de marteau annonce la dernière ligne droite vers la fin des travaux de modernisation du tunnel. Une grande partie de la route asphaltée, le barricade placé, le séparateur des 2 lignes, aller et retour, des gens mis en place, sans oublier le dispositif de protection de la pelouse et des poteaux de l'éclairage public. L'équipe est bien motivée, ici on travaille. Nous sommes presque à la fin, on a bien évolué, nous sommes en train d'asphalter, il y a la moitié qui est restée, donc on a eu des problèmes avec notre bâtiment hier, sinon on pouvait déjà terminer. Demain, on va pouvoir terminer l'asphalte. Puis nous sommes en train de mettre la barricade
Ce projet de modernisation du tunnel, financé par le gouvernement provincial, contribuera non seulement à rendre fluide la circulation, mais aussi à redorer l'image de la ville de Kolwezi. La beauté sera au rendez-vous à cet endroit. Un endroit comme ça, il faut bien garder. C'est notre bijou. Il faut remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur. À en croire le gouverneur des provinces, cet ouvrage sera inauguré dans moins d'une semaine, le 30 juin 2020. Et dans le quartier Kamagnola-Nouf de Soulagement, quelques jours après le rétablissement du courant électrique au profit d'une partie des abonnés SNEL qui ont passé 5 mois sans courant après le rétablissement, l'impact est visible. Le courant est véritablement rétabli dans ce quartier pour les abonnés SNEL qui étaient victimes d'une longue période de coupure. À ce jour, ce rétablissement est perceptible au travers de la reprise de quelques activités génératrices de revenus entreprises par la population, notamment la menuiserie, la soudure, la vente de vivres frais, pour ne citer que cela. On a rétabli le courant il n'y a pas longtemps, mais ça va déjà, à part les interruptions de la centrale à notre ligne, pas de problème. On remarque le rétablissement à la grande satisfaction des habitants. Pour la durabilité du transformateur, un système de délestage est organisé. 2 jours de courant et 1 jour de coupure. Ce que n'apprécie pas du tout la population qui voudrait à tout prix avoir du courant électrique en permanence. Nous connaissons des coupures. Moi, par exemple, je suis menuisier. Sans courant, je ne saurais vivre avec ma famille. Que les autorités se souviennent de nous. On a fait 5 mois sans courant, on n'avait même pas de délestage. Ce courant électrique a été rétabli il y a quelques jours pour les abonnés de la cabine Ikuku, précisément ceux situés sur les avenues Inkasha, Kokolo, Kazadi, Kankou et Kenda qui ont passé plus de 5 mois sans énergie électrique. Mesdames et messieurs, le journal se poursuit. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République, a été condamné à 20 ans des travaux forcés. À ces sujets, plusieurs personnes interprètent cette condamnation à leur façon. Pour certains, Vital Kamerhe travaillera au champ. Pour d'autres, il sera toujours au gouvernement sans être payé. Pour couper court à toutes ces réflexions, Maître Joseph Mouland a éclairé la lanterne sur une condamnation pour des travaux forcés. On l'écoute au micro de Raphaël Oblandi. Il y a des peines principales et il y a également des peines accessoires. Qu'est-ce qui se passe? Ici, lorsqu'on vous condamne par rapport aux travaux forcés, c'est une peine principale. Mais il y a un problème en ce qui concerne notre législation, parce que les législateurs congolais, en consignant la peine des travaux forcés dans notre code, il fallait expliquer ou soit donner des modalités par rapport à l'exécution de cette peine. Je crois que c'était un travail qui était en cours, qui est resté inachevé. C'est ainsi qu'en RDC, faute de cet état des choses, lorsque vous êtes condamné à une peine de travaux forcés, il y a bien sûr le temps qui sera fixé, et vous serez obligé de passer ce temps-là en prison. Alors, lorsqu'on vous condamne à 10 ans, à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20 ans de travaux forcés, ce n'est pas qu'on va vous donner une houe pour que vous alliez cultiver les champs ou que vous fassiez une histoire comme un travail, mais vous resterez en prison, vous consommerez cette peine et à l'issue du temps fixé, vous devez devoir ressortir. Je sais qu'avec le temps, le législateur congolais, ayant déjà constaté cet état des choses, pourra mettre en place les modalités d'exécution d'une peine de travaux forcés. Mais tant que cela n'est pas encore arrivé, lorsque vous écopez une condamnation de la peine de travaux forcés,
vous allez passer ces temps-là en prison. Et en humanité, cette fois-ci pour parler de tous les pays et tous les peuples doivent pouvoir compter sur une fonction publique compétente, bien qu'équipée et dotée d'une ressource suffisante. Voilà le vœu de l'ONU à l'occasion de la Journée mondiale de la fonction publique. Ici, nous allons vous faire découvrir la réalité que vivent les fonctionnaires au Lualaba. Un bâtiment, tel une maison abandonnée après un conflit armé, un plafond hautement vermoulu. Voilà à quoi ressemble l'entrée du bâtiment abritant la fonction publique. Dans la réception, c'est une vieille banquette en bois qui vous accueille. Avant de voir le cerveau de l'appareil administratif où sont répertoriés les documents de fonctionnaires, c'est l'image de la fonction publique dans une province pilote. Les difficultés occupent une place prépondérante. La fonction publique dans notre pays donne l'image d'un parent pauvre où on estime que le fonctionnaire est celui qui doit être au second rang de la société, au point où les gens n'ont pas de fierté à se proclamer ou à se dire que je suis fonctionnaire de l'État. Donc, il y a beaucoup de choses à repenser pour que nous puissions réfléchir, pour voir comment nous pouvons valoriser la fonction publique. Les professionnels de l'administration sont aussi à retrouver dans les institutions politiques en pratiquant le détachement. Normalement, ce n'est que ici chez nous que nous venons de constater qu'il y a un changement par rapport au règlement d'administration et au statut. Il y a le détachement et la disponibilité. Pour aller par exemple, aller travailler dans des cabinets, il faut faire une mise en disponibilité. Ou bien, vous êtes détaché. Alors, les détachements, il y a des conditions qui sont écrites ici. Mais actuellement, on ne comprend pas. Nous retrouvons seulement les fonctionnaires qui sont dans des ministères. On ne sait pas, ils sont arrivés là comment. Bon, on ne sait pas. La fonction publique reste un parent pauvre, mais avec les enfants très riches. Nous nous retrouvons dans une situation où, au lieu que le fonctionnaire puisse travailler dans l'optique de servir les citoyens, parce qu'il n'est pas bien traité, il trouve d'autres mécanismes pour dépouiller l'État. Parce que vous êtes sans ignorer que vous trouverez un fonctionnaire, vous arrivez dans son bureau, c'est à peine qu'il y a une chaise confortable. Mais quand vous faites un tour chez lui à la maison, c'est vraiment le paradoxe. On se demande finalement, n'est-ce pas, c'est ici où l'État devrait récupérer la situation, mettre le fonctionnaire dans de bonnes conditions et l'obliger à produire des services de qualité au bénéfice de citoyens. Depuis un temps, le gouvernement s'est employé dans le rajeunissement de l'appareil administratif en faisant appel à une main-d'œuvre des jeunes. Et avant de clore complètement ce journal, instauré depuis 2000, chaque 22 juin, le monde met en valeur tout en rendant un hommage à la générosité des donneurs vivants ou décédés d'organes. Bien que cette pratique n'existe pas au Lualaba, le docteur Flamand Miji nous donne plus de précision dans cet élément. Que lorsque la personne décède ou avant de décéder, lui-même il déclare par un testament qu'il est candidat au don d'organes ou lorsqu'il est décédé dans des circonstances par exemple d'accident et qu'il n'y a plus moyen de le récupérer avec un temps record, on récupère ses organes, vu qu'il est décédé par exemple par un accident, on récupère ses organes avec l'accord peut-être de sa famille pour conserver afin de donner ça à quelqu'un qui en a besoin. C'est un peu ça. Donc il peut le faire de manière volontaire avant de mourir ou même lorsqu'il est vivant, tout comme lorsqu'il a connu, quelqu'un a connu son accident, qui est un accident qui est mortel, et que le rein, le cœur est encore en bon état. On peut prendre cet organe le plus vite possible pour le conserver et par après pouvoir le donner à quelqu'un qui en a besoin. Les conséquences, ça ne manque pas, mais avant de le faire, on teste toujours la compatibilité. Les conséquences, ça ne manque pas. Il y a quelqu'un peut rejeter, donc ce n'est pas compatible, les deux personnes ne sont pas compatibles, il peut rejeter cet organe. Mais si les deux personnes sont compatibles, les conséquences sont minimisables. Si on a pris les précautions à pouvoir tester la compatibilité et autres.
Le plus souvent, il s'agit du rein, parce qu'il y en a deux, et aussi du cœur. Ce sont là les deux organes qui entrent plus en jeu dans le don d'organes. Sous d'autres cieux, il y a un problème, par exemple, quelqu'un peut être cardiopathe au point que son cœur les lâche, son cœur ne tient plus, et qu'on peut trouver celui qui est compatible pour qu'on puisse donner le rein. Et surtout dans le cas de transplantation de cœur, là, il faudrait qu'il y ait... Mesdames et messieurs, c'était le journal de la rédaction. Je vous dis sincèrement merci de l'avoir suivi.